de démarrer notre audition. Alors, mes chers collègues, nous nous retrouvons ce matin pour, selon toute vraisemblance, achever les travaux de notre commission d'enquête avec ce qui sera notre 40e et probablement dernière audition. Il est normal que nous confrontions nos réflexions et nos analyses qui ont eu le temps de s'affiner au cours des semaines et des mois à celles du ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, je vous remercie très vivement de votre présence et d'avoir répondu ainsi à la convocation de notre commission d'enquête. Je ne doute pas que les députés ce matin auront beaucoup de questions à vous poser. Mais de manière liminaire et avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à informer, mesdames et messieurs les membres de la commission, comme l'existence de la commission d'enquête est limitée à 6 mois, il nous faudra prochainement aussi conclure nos travaux. Donc, en accord avec le rapporteur, nous avons fixé comme date donc le 31 octobre donc pour la réunion qui nous permettra d'examiner le rapport. Il aura été évidemment mis en consultation au cours de la semaine précédente, donc ayez bien cela en tête, notez cette information de telle sorte que, évidemment, vous puissiez, comme le veut l'usage, en prendre connaissance, ce qui aura permis aussi évidemment éventuellement de nourrir notre réunion à ce sujet. En outre, comme je vous l'avais indiqué la semaine dernière, la convocation que nous avions adressée au mouvement des soulèvements de la terre s'est heurté à un refus définitif de comparaître. Donc, j'aimerais bien vérifier avec les services de l'administration de l'Assemblée que les documents ont été envoyés, ils ont bien été réceptionnés. Et d'ailleurs, nous avons eu un retour. Donc, nous sommes une commission d'enquête. C'est donc de la part des personnes convoquées un délit de ne pas se présenter devant la représentation nationale. Et donc, en accord avec monsieur le rapporteur et comme m'en charge d'ailleurs l'ordonnance du 17 novembre 1958 en tant que président de la commission. Donc j'ai décidé de saisir de ces faits l'autorité judiciaire afin qu'elle fasse respecter les droits du Parlement comme cela est prévu et monsieur le rapporteur accepte de s'associer à cette démarche. Donc un courrier partira, courrier de saisine au procureur de la République de Paris. Voilà. Alors, vous connaissez évidemment l'objet de la commission d'enquête, monsieur le ministre. Monsieur le rapporteur vous a fait parvenir un questionnaire. Vous savez aussi que nous avons d'ores et déjà entendu plusieurs directeurs de vos administrations centrales et plusieurs membres aussi du corps préfectoral. Je n'ai donc pas à vous décrire les manifestations de ce printemps, les violences qui les ont émaillées, les risques qu'elles ont fait encourir et aussi les critiques diverses, parfois contradictoires, suscitées à cette occasion par l'action des autorités publiques. Alors, depuis la création de cette commission, nous partageons tous, je crois, la volonté de préserver le droit fondamental de manifester, mais préserver aussi l'intégrité physique des personnes, qu'il s'agisse des manifestants, mais aussi des agents des forces de sécurité intérieure, préserver bien entendu aussi l'ordre public et les biens, en un mot, préserver l'état de droit et nos libertés démocratiques qui sont tellement importantes. Il me revient donc d'introduire nos échanges. Comme tout au long de nos travaux, je le ferai en vous posant 2 questions générales qui vous permettront d'exprimer une position à titre liminaire. Ensuite, comme le veut l'usage, évidemment, je passerai la parole à monsieur le rapporteur. Et puis ensuite, je rappelle aux collègues membres de la commission d'enquête qu'ils peuvent évidemment aussi intervenir. Donc, avec ce temps de 2 minutes, mais encore une fois, l'objectif est de pouvoir faire en sorte que toutes celles et ceux qui souhaitent évidemment poser des questions à monsieur le ministre puissent le faire. Donc, monsieur le ministre, en premier lieu, nous savons que le printemps a mis à rude épreuve les hommes et les femmes de votre ministère. Les remerciements républicains que nous leur adressons à travers vous pour leur engagement au service de l'intérêt général sont une évidence. Estimez-vous avoir disposé de tous les moyens nécessaires, humains, matériels et budgétaires, pour qu'ils puissent accomplir leur mission dans les meilleures conditions? Estimez-vous avoir disposé de tous les moyens nécessaires aussi pour que les citoyens puissent user de leur liberté de manifester dans les meilleures conditions? Et en second lieu, nous avons consacré beaucoup de temps à étudier les méthodes des, je le mets entre guillemets, black blocs,
La présence des fauteurs de troubles est malheureusement devenue habituelle dans les manifestations, à la fois quantitativement, mais aussi de manière de plus en plus récurrente, quasi automatique. Et donc, comment pensez-vous que nous puissions y remédier? Comment d'une part prévenir et dissuader, et comment d'autre part sanctionner et éviter les nouvelles itérations, puisque on a vu, et si cette commission d'enquête a été créée, c'est parce que un certain nombre de violences extrêmes ont eu lieu au cours des manifestations. Donc sans tarder, je vais vous passer la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Évidemment, je réponds... Pardonnez-moi, je me rends compte que j'ai oublié de vous demander de prêter serment. Jusqu'à présent... Donc, c'est vrai que c'est un point important. Donc, Monsieur le Ministre, avant de vous donner la parole, et en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite à lever la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro. Je le jure. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Vous noterez l'impatience de vous écouter. En tout cas, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président. D'abord, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, merci de votre invitation, de votre convocation. J'y réponds bien volontiers, surtout avec le temps nécessaire de la réflexion après les événements très violents du printemps dernier, qui, j'espère que ce n'était pas un lapsus, qui permettent à la fois de revenir sur les manifestations violentes en marge de le projet de loi dit des retraites, et notamment après l'utilisation de l'article 49 alinéa 3, donc à partir du 16 mars, mais également de ce qui s'est passé à Sainte-Soline, dans une manifestation, je mets évidemment des guillemets, rurale. Et donc là, on a, je crois, deux exemples de violences organisées par des groupuscules qui ne sont pas si petits que ça. Nous le verrons sans doute, et vous le verrez sans doute dans votre commission d'enquête, à la fois dans le monde urbain et dans le monde rural. Peut-être un petit mot d'introduction, répondre à vos questions rapidement, Monsieur le Président, et peut-être une présentation très, très rapide du petit dossier qu'on vous a fait parvenir et qu'on va projeter. Le premier point, c'est peut-être d'expliquer, d'après les services du ministère de l'Intérieur, mais vous avez entendu beaucoup de directeurs des services de renseignement qui travaillent auprès de moi, ce que nous pensons de ces groupuscules qui sont divers, qui ne sont pas organisés au sens sans doute structurel du terme, et lorsqu'ils sont d'ultra-gauche, ils n'ont pas la manie de l'ordre et de l'organisation que peut avoir l'ultra-droite, et ce qui pose sans doute évidemment des difficultés pour les services de renseignement. On constate d'ailleurs quand on combat l'ultra-droite, la DGSI, la DRPP, vous les ont dû vous le dire, les choses sont plus faciles, si j'ose dire, parce qu'elles sont plus organisées. Il y a une hiérarchie, il y a souvent des statuts, il y a souvent des financements, il y a un souci de l'ordre qui est parfois obsessionnel, qui aide les services de renseignement à caractériser ce qu'est ce groupuscule. Quand il s'agit d'ultra-gauche, l'organisation existe, mais elle est plus nébuleuse, elle est plus anarchique, donc elle est plus souvent difficile à caractériser, mais pour autant, je crois que les services y arrivent. Je voudrais dire qu'évidemment, derrière tout ça, il y a une pensée, on la connaît, souvent une pensée anticapitaliste, anti-institutionnelle, qui remet en cause profondément les principes républicains qui sont les nôtres. Je veux dire qu'effectivement, ce sont des personnes qui, même si c'est parfois nébuleux, sont organisées et même équipées. Nous verrons tout à l'heure, et vous avez sans doute dû voir qu'ils ont des moyens de coordination, le fait de s'habiller en noir pour les Black Blocs, par exemple, ça peut paraître un détail, mais c'est évidemment très important, mais aussi des moyens technologiques. On l'a vu à Sainte-Soline, des radios parallèles, et pas simplement des utilisations d'applications que nous pourrions tous avoir sur nos téléphones portables. Il y a un souci d'organisation pour prévoir des violences pour pas que les services de renseignement ou les forces de l'ordre puissent les écouter. Et puis, il y a un certain nombre de règles. La dissimulation, ce qui est très différent des années précédentes, surtout dans les contestations ou dans les contestations violentes non organisées, une manifestation qui dérive ou spontanée, type les émeutes urbaines que nous avons connues au mois de juin.
il n'y avait pas d'organisation générale de dissimulation. Là, il y a une organisation générale de dissimulation, donc derrière l'anonymat des réseaux sociaux, derrière évidemment le fait de se cacher intégralement et de le faire de manière extrêmement coordonnée. Un mode d'action qui est incontestablement la violence contre les biens, et donc après la violence contre les personnes, quand les personnes s'interposent contre la violence contre les biens. Et puis, évidemment, une coordination qui relève non pas de la stratégie militaire, ce serait excessif, il n'y a sans doute pas d'organisation au sens préparé comme le peuvent le faire les militaires, mais il y a une tactique qui ressemble à une coordination militaire et peut-être avec des services, peut-être qu'ils l'ont témoigné comme ça, en tout cas ils le témoignent ainsi dans mon bureau, parfois, et je mets évidemment des guillemets, des généraux, des sous-officiers et puis des soldats du rang, et avec une organisation hiérarchique dans l'attaque des forces de l'ordre ou dans l'attaque de tel ou tel bien. On le verra notamment à Sainte-Soline, on a même imaginé des colonnes qui attaquaient ces biens ou ces personnes. Je voudrais dire deux points par ailleurs, Monsieur le Président, en introduction pour parler des forces de l'ordre, et ce qui m'a beaucoup interpellé, à la fois lors des manifestations des retraites qui ont pu dégénérer, ou celles autour de Sainte-Soline, et parfois, même si c'est d'une nature extrêmement différente, et on voit qu'il n'y a pas eu de lien, j'y reviendrai si vous avez des questions, avec l'ultra-gauche ou l'ultra-droite, ou extrêmement peu pendant les émeutes urbaines du mois de juin-juillet, je peux constater qu'il y a deux grands débats médiatiques qui sont finalement des débats très importants pour la société et pour le travail des forces de l'ordre, ce qui répond en partie à votre première question, mais pas simplement. Le premier, c'est que les biens sont aussi importants que les personnes. Je pense qu'il faut bien comprendre que lorsque les Black Blocs, lorsque un certain nombre de personnes dont les soulèvements de la terre, ou une partie des soulèvements de la terre, souhaitent montrer que leur combat est légitime, je constate qu'ils disent mais on s'en prend aux biens. On s'en prend à telle banque qui était sur tel chemin, au fast-food du coin, au commissariat de police, à l'hôtel de ville, aux bassines. Et donc finalement, pourquoi mettre de la violence physique des forces de l'ordre face à des gens qui s'attaquent aux biens, puisque finalement, c'est nous, les forces de l'ordre, qui chercherions le fait que les choses se passent très mal, puisque nous interposons physiquement des gens qui ne veulent s'attaquer qu'à des biens. Bon, c'est un combat évidemment vieux comme 1789, que de considérer que la propriété est quand même un droit fondamental de l'homme, qu'on doit respecter ce droit de propriété, et que, évidemment, il y a des décisions de justice qui garantissent ce droit de propriété. Évidemment, dans le cas singulièrement de Sainte-Soline, je rappelle que les forces de l'ordre n'ont pas à être pour ou contre des bassines. Ils ont à appliquer des décisions de justice. Quand la justice donne tort à la construction de bassines, nous ne défendons pas des lieux qui n'ont pas eu la prémature de la justice. Il est évident. Chacun sait que dans Sainte-Soline, l'intégralité de la vie administrative et juridique a été du côté de ceux qui étaient propriétaires de ces bassines. Donc il ne s'agit pas d'un combat pour ou contre l'écologie, d'un combat pour ou contre les bassines. Les forces de l'ordre n'ont pas à avoir cette idée-là. Le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, se garderait bien de l'avoir. Il applique des décisions de justice où il protège des biens. Et je pense que dans le débat politique que nous avons, il faut savoir, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, si les forces de l'ordre sont bien aussi chargées de protéger les personnes, mais aussi les biens. Et si les forces de l'ordre sont chargées de protéger les biens, comme si nous n'accepterions pas que les gens rentraient chez vous pour vous cambrioler ou pour saccager votre maison, quel rôle de policier ou gendarme vous répondrez « je ne viens pas parce que ce ne sont que des biens ». Vous vous rendrez compte, si j'arrive et qu'en plus il y a le cambrioleur, ça pourrait mal se passer. Ben vous direz, oui, mais c'est quand même plutôt votre métier. Et moi, j'ai besoin de la force publique pour faire entendre mes droits, pour appliquer le droit. Et il y a derrière les groupes ultra-violents, derrière les groupuscules ultra-violents, et notamment d'ultra-gauche, une volonté de dire qu'il y a une légitimité à attaquer les biens, parce que ce sont des biens qui ne correspondent pas à l'esprit que nous avons de la société de demain, pour des raisons politiques qui sont compréhensibles. Le combat démocratique, les élections, le combat juridique, les recours devant les tribunaux n'étant pas assez efficaces, alors il faut le combat de la violence. Et les forces de l'ordre n'ont pas à s'interposer face à ce combat politique et idéologique, puisque ce ne sont que des biens. Et en fait, ce qu'on me reproche, ou ce qu'on m'a reproché dans Sainte-Soline par exemple, c'est d'avoir mis des gendarmes en face des bassines. J'ai entendu des discours politiques, y compris de parlementaires, m'expliquant que si nous n'avions pas mis des forces de l'ordre face aux bassines, il ne se serait rien passé. On aurait détruit la bassine, et puis c'est tout. Il n'y aurait pas eu de violence, il n'y aurait pas eu de gendarmes blessés, il n'y aurait pas eu de personnes dans le combat. Alors c'est vrai que si on n'avait pas mis les gendarmes à Sainte-Soline, il est évident qu'il y aurait eu moins de violence contre les gendarmes. C'est une tautologie, je l'accepte bien volontiers. Mais la question est de savoir aux parlementaires si on accepte ou pas la Déclaration des droits de l'homme, est-ce qu'on applique la protection des biens ou non. Le deuxième sujet médiatique qui est compliqué
sans doute aujourd'hui dans le débat, et que j'essaye de porter, et je sais qu'un certain nombre ici essaye de le porter également, c'est que les forces de l'ordre ont le monopole de la violence légitime. Et dans violence légitime, il y a violence. Et qu'on équipe les forces de l'ordre de moyens de violence. La question n'est pas de savoir s'ils ont ou pas le droit d'utiliser cette violence. Ils ont le droit. La question n'est pas de savoir s'il y a des blessés, parfois des morts, lorsqu'ils utilisent cette violence. Dans le cas d'attentats terroristes, il y a notamment, oui, quand on rentre dans le Bataclan et qu'on va utiliser son arme, on peut tuer le terroriste islamiste qui est en face du policier. La question, c'est est-ce que c'est proportionnel? Est-ce que les policiers et les gendarmes ont utilisé de manière proportionnelle la violence que vous leur mettez, mesdames et messieurs les parlementaires, à disposition? Et donc, juger la réussite ou pas d'une opération de police, quelle qu'elle soit, du maintien de l'ordre, du rétablissement de l'ordre public, d'une attaque terroriste, selon les conséquences, le nombre de blessés et parfois, malheureusement, le nombre de morts, me paraît être un mauvais débat médiatique. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que les policiers et gendarmes ont utilisé de manière proportionnelle la force légitime que vous leur avez confiée pour faire respecter le droit. Protéger les personnes, protéger les biens. Et on peut évidemment toujours discuter de savoir quelle est la proportionnalité, quelles sont les armes qu'on utilise, quelles sont évidemment la façon dont ils l'ont utilisé, la formation qu'ont eu ces forces de l'ordre. C'est un débat politique et médiatique, et sans doute d'ailleurs parfois judiciaire important. Les policiers et gendarmes ne sont pas en dehors évidemment de ces enquêtes et de ces procès, mais je pense qu'il faut accepter l'idée que oui, de temps en temps, les policiers et gendarmes utilisent la force, la violence légitime pour imposer les règles de droit. Et donc, le sujet, c'est la proportionnalité, ce n'est pas le fait d'utiliser cette violence légitime. Une fois que j'ai dit ça, Monsieur le Président, pour répondre à vos deux questions avant la présentation rapide du diaporama que nous vous avons préparé, et qui, j'espère, éclairera la pensée et la réflexion du ministère de l'Intérieur. D'abord, oui, je pense que nous avons eu les moyens nécessaires. La difficulté, Monsieur le Président, c'est la répétition des événements. Et on voit bien que pendant les Gilets jaunes, je n'étais pas ministre de l'Intérieur à l'époque, mais également pendant les émeutes ou pendant les manifestations autour des retraites, c'est la répétition dans plusieurs endroits particuliers du territoire qui peuvent poser des questions dans l'organisation des moyens du ministère de l'Intérieur. On a beaucoup fait de progrès depuis les Gilets jaunes, notamment en formant à l'ordre public. C'est un métier, l'ordre public, c'est pas la même chose que la sécurité publique. Un certain nombre de policiers et de gendarmes qui étaient dans des villes certes importantes, mais qui n'avaient pas connu dans les années précédentes des manifestations violentes. Là, on voit bien que les manifestations violentes sont un peu partout. Donc c'est la répétition et la multiplication des points de confrontation sur le territoire national qui pose un sujet d'organisation. Et donc on en a tiré les conclusions, y compris postérieurement à la loi de programmation du ministère de l'Intérieur que la majorité, au sens très large du terme, a bien voulu voter. C'est que nous avons imaginé notamment la façon dont les unités de force mobile, non seulement sont plus nombreuses, 11 escadrons de gendarmerie et de CRS supplémentaires pour faire de l'ordre public, mais aussi qu'ils soient plus mobiles. Nous prenons évidemment l'exemple de la CRS 8, on y reviendra si vous le souhaitez, ou l'exemple des Braves à Paris. C'est la mobilité qui nous permet de répondre à la répétition et aux plusieurs points du territoire. Nous avons en revanche peut-être en moyen de renseignement une partie de difficulté. Incontestablement, nous avons avec la CNCTR, c'est-à-dire la commission indépendante qui procède évidemment aux écoutes ou au suivi de géolocalisation, parfois des débats, pour savoir si la finalité du renseignement correspond aux personnes que nous poursuivons, voilà, avec des refus, et nous le comprenons très bien, mais bon, évidemment, ça rend parfois aveugle et sourd une partie des services de renseignement, mais nous respectons le droit. Je ne peux qu'insister, Monsieur le Président, sur l'importance pour les services du ministère de l'Intérieur de pouvoir avoir, à l'aune des nouvelles technologies, à l'aune de Telegram, de Signal, de WhatsApp, la possibilité d'améliorer notre moyen de connaître ce qui se passe pour tel ou tel groupuscule que nous pensons factieux. Les écoutes téléphoniques à la papa produisent de moins en moins de résultats. C'est-à-dire quand les gens rappellent sur une ligne claire, classique, que ce soit d'ailleurs dans la lutte contre la drogue, ce n'est pas votre sujet aujourd'hui, ou que ce soit dans l'utilisation de cette subversion violente. Si les gens honnêtes utilisent Telegram, Signal, WhatsApp, imaginez que les gens malhonnêtes, évidemment, y vont davantage. Et par ailleurs, pendant la période très particulière des manifestations contre les retraites, nous n'avions pas les drones, ce qui nous a beaucoup handicapés, évidemment, puisque je rappelais que seule la police et la gendarmerie ne pouvaient pas faire voler de drones en France. D'ailleurs, dans la Sainte-Soline, les personnes qui avaient des visées violentes ont utilisé des drones contre les gendarmes. Les gendarmes n'avaient pas le droit d'utiliser les drones contre les personnes violentes. Bon.
Le Parlement a réparé cela. En vision administrative, nous avons réussi à obtenir la possibilité de faire voler des drones. D'ailleurs, je constate, Monsieur le Président, que dans la manifestation dite anti-police absolument ignoble contre les forces de l'ordre, dont on a tous vu les images de personnes poursuivant à la barre de fer des policiers dans ce véhicule, 3 personnes ont été interpellées grâce au drone. C'est un drone de la préfecture de police qui a pu poursuivre, puisque les personnes étaient à la fois dissimulées, organisées, violentes et nombreuses, poursuivre ces personnes pour qu'elles soient interpellées, d'ailleurs par la Brave, quelques centaines de mètres plus loin, et présentées devant la justice. Si nous n'avions pas eu les drones, nous n'aurions pas pu identifier les personnes qui ont attaqué ce véhicule de police qui, je crois, a choqué l'immense majorité de nos concitoyens. Donc ce qui nous a manqué à l'époque, c'était aussi non seulement des oreilles, mais ça, on a du mal pour l'instant, puisqu'on n'a pas d'évolution législative à l'obtenir, mais aussi des yeux, et notamment les drones. Ces drones, en tout cas, ça, c'est réparé avec l'action que vous avez bien voulu permettre au ministère de l'Intérieur. Si je reviens peut-être à la présentation, faisons le plus rapide possible pour laisser la place et le temps, évidemment, à vos questions. Le bilan des manifestations, chacun les connaît. Votre date du 16 mars, si j'ose dire, si je peux me permettre, ce jugement est bien choisi. On voit que le nombre de blessés à partir du 23 mars, donc postérieur à la journée nationale d'action des syndicats du 8, s'est transformé après le 49-3 en une action violente d'une petite partie, mais une partie extrêmement violente des personnes, puisque vous aurez constaté qu'on a multiplié par 10 le nombre de blessés chez les forces de l'ordre ce lendemain du 16 mars, lors des manifestations du 23 mars, ou des manifestations du 23 mars, et que les choses ont continué à être à un niveau extrêmement élevé, plus de 200 blessés chez les forces de l'ordre, pour atteindre une journée là aussi également difficile, quoique de tout petit moins d'intensité par rapport au 23 mars, celle du 1er mai, et avec, vous l'avez vu, une gradation. Vous constaterez d'ailleurs que le nombre de blessés chez les forces de l'ordre, en proportion, correspond à l'action qu'ils font pour les interpellations. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours du mal à comprendre l'idée que c'est la police ou la gendarmerie qui serait responsable de ces actions violentes, quand on voit évidemment qu'il y a une proportionnalité entre les interpellations, bien sûr, et les blessés que subissent nos forces de l'ordre. Donc je vous remercie de vos remerciements appuyés, Monsieur le Président. Vous avez entendu les services de renseignement qui sont venus vous voir. Et je pense qu'ils ont pu vous confirmer ce que les notes de renseignement remontent au ministère de l'Intérieur. J'ai d'ailleurs dit au président de la commission des lois de votre Assemblée que ces notes classifiées étaient évidemment à votre disposition. Je crois que la commission d'enquête peut en obtenir un certain nombre également. Vous demandez la déclassification, moi j'y suis absolument favorable. Prévoyez en effet la présence de l'ultra-gauche, notamment à partir de la fin du mois de mars, avec évidemment des organisations extrêmement concrètes dans ces violences contre les symboles du capitalisme, mais aussi des forces de l'ordre ou des sites institutionnels. Le bilan, vous le connaissez, c'est un bilan extrêmement difficile, notamment 1518 policiers blessés et gendarmes blessés, avec plus de 3500 incendies de voies publiques, ce qui est évidemment très, très compliqué, mais aussi des élus qui ont été totalement pris à partie, chacun s'en rappelle peut-être. Et si je retire les plaintes qui ont touché, bien sûr, les membres du gouvernement, il y a quand même eu 164 parlementaires qui ont vu leur permanence saccagée pendant ces périodes, ce qui démontre qu'à la fois les parlementaires représentent l'intégralité du territoire, que ça touchait tout le monde. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Et particulièrement touchant, d'ailleurs je dois dire, une partie ciblée de politique. Il y a eu évidemment chez les parlementaires de la majorité ou ceux qui ont soutenu le projet de loi des retraites des violences plus fortes que ceux qui ne le soutenaient pas. Alors évidemment, on se rappelle peut-être, désormais c'est peut-être un peu loin, mais des difficultés extrêmement fortes que nous avons eues. Je rappelle qu'il y a un commissariat à Lorient qui a brûlé et qui a failli brûler avec les fonctionnaires de police à l'intérieur, dans des conditions extrêmement violentes. Lorient n'est pas une ville connue pour ses violences contre la police. De temps en temps, les pêcheurs sont vocaux, mais on ne peut pas dire que le commissariat est habitué à connaître ces attaques. Bordeaux, chacun se rappelle la prise à partie de ce magnifique retrait d'hôtel de ville de Bordeaux, amenant le maire évidemment à condamner tout cela et à permettre aux pompiers dans des conditions très difficiles de sauver l'hôtel de ville de Bordeaux. Et puis dans la mairie annexe du 4e arrondissement de Lyon, évidemment des dégradations dont chacun se rappelle. Alors à Lyon, par exemple, parce qu'il faut se rappeler de comment fonctionnent les choses, parce qu'évidemment on est un petit peu loin, des images qui sont diffusées par la presse. Là, vous avez des CRS qui étaient à l'aube d'une manifestation qui était pourtant non autorisée à ce moment-là. On voit bien que les pavés qui tombent ne sont pas en mousse.
on va avancer comme ça. Avance. À Dijon, dans une ville dans une rue parallèle qui n'est pas dans la manifestation. Vous constaterez que les slogans pour les retraites ne sont pas le premier sujet. Là, je vous rappelle qu'un immeuble a pris feu à Paris avec des familles à l'intérieur où les pompiers, les forces de l'ordre sont rentrés à l'intérieur. Donc là, on voit les personnels essayant de retirer les immeubles qui ont pris feu. On a mis des poubelles face à un immeuble d'habitation en dehors du parcours. On a évacué 23 personnes alors que le feu prenait dans les étages. Et à Sainte-Soline, puisque si on parle d'autres groupuscules violents et dans un mode plus rural, je rappelle que de nombreuses dégradations avaient déjà eu lieu en 2021, au début de l'année 2022, qui faisaient certes pas écho à des grands sujets médiatiques, mais dont les préjudices se chiffraient à plusieurs centaines de milliers d'euros, dont les personnes sont interpellées et condamnées par la justice. Et évidemment, la manifestation la plus importante, dite à Sainte-Soline, avec quelques milliers de manifestants, dont, d'après les services de renseignement, 500 Black Blocs. Et je voudrais ici de souligner la présence très importante de personnes étrangères qui viennent soit dans les manifestations à Paris, mais alors à Sainte-Soline, c'était extrêmement caractérisé. On en a évité un certain nombre, puisqu'on a pris ce qu'on appelle des IAT, des interdictions d'entrer sur le territoire, notamment avec nos amis suisses, belges et allemands. Mais il y a une internationale de l'ultra-gauche qui vient évidemment, chacun l'a vu, en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, se mêler lorsqu'il y a un certain nombre de violences organisées et prévues. On a compté jusqu'à 300 activistes étrangers sur le site de Sainte-Soline. Vous avez évidemment à votre droite les objets saisis par les gendarmes et les policiers en amont dans les contrôles qu'on a pu faire en amont, des haches, des cocktails Molotov, des pics, des armes létales, et évidemment dans des conditions qui n'étaient pas celles d'une manifestation écologiste classique. Alors pour nous, c'est peut-être la réponse principale à votre question de votre commission d'enquête. Ces groupuscules violents et leur mode d'action, j'ai essayé de le définir, représentent plusieurs mouvements politiques, en tout cas d'idéologie. Une mouvance d'ultra-gauche très ancrée dans la culture de la violence depuis les années 60, on le sait tous, hein, pas simplement en France, évidemment avec des sujets très forts en Italie et en Allemagne. Une mouvance d'ultra-jaune qui est peut-être moins politisée, mais qui sans doute attire un peu de radicalité des mouvements des Gilets jaunes, que je ne confonds pas avec les Gilets jaunes, mais qui sont qualifiés comme tels par les services de renseignement, notamment la DRPP à Paris. Les militants sont idéologiquement, on pourrait évoquer une forme de radicalisation et d'une expérimentation, d'une expérience extrêmement forte, d'ailleurs avec beaucoup de personnes que nous interpellons qui appartiennent aux catégories CSP+, de notre peuple. Beaucoup d'avocats, il y a eu des médecins. Voilà, c'est pas l'ouvrier en colère de l'usine Conferme. Hein. C'est des gens qui souvent habitent dans des très beaux quartiers, ont un patrimoine élevé, connaissent parfaitement leurs droits, connaissent d'excellents défenseurs lorsqu'ils sont mis en garde à vue. Et lorsqu'on regarde leur pédigré, ne relève pas évidemment du lumpen prolétariat. Et puis évidemment, se mêlent à ça, se mêlent au désordre, des délinquants opportunistes qui viennent gonfler, si j'ose dire, les difficultés avec les forces de l'ordre. Donc les groupuscules, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, je pense qu'ils ont un noyau d'organisation avec des ramifications étrangères. Ils ont une pensée politique, idéologique radicale. Ils ont une expérience et ils ont des moyens non seulement intellectuels, des moyens juridiques, mais des moyens techniques qui doivent permettre, par exemple, d'acheter des radios parallèles dans l'action, dans des manifestations. Ils n'utilisent pas leurs téléphones portables qui souvent sont éteints. D'ailleurs, c'est assez étonnant pour des gens qui voudraient simplement manifester leurs opinions. Ils éteignent leur téléphone portable souvent la veille de la manifestation. Ils le rallument souvent le lendemain. Ce qui est sans doute peut-être un hasard, hein, mais on constate qu'ils n'utilisent souvent pas leur téléphone personnel lorsqu'ils sont dans ce genre de manifestations violentes. Je voudrais rappeler que 8000 individus font l'objet d'un suivi par les services de renseignement pour des raisons
de potentialité d'action violente, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas islamistes. On parle souvent des fichiers S islamistes, ils sont nombreux, je rappelle que c'est 5300 personnes à peu près, les fichiers S islamistes, c'est 3000 les fichiers S d'ultra-gauche, et c'est 1300 les fichiers S d'ultra-droite. Alors, le fichier S, c'est pas quelqu'un qui commet obligatoirement personnellement des actes répréhensibles, mais c'est quelqu'un qui peut être en contact ou qui finance ou qui est en lien extrêmement serré avec quelqu'un qui pourrait le faire. Donc, je ne dis pas qu'il y a 3000 personnes d'ultra-gauche qui peuvent passer à l'action, je dis qu'il y a 3000 personnes qui sont suivies par la DGSI au nom de l'ultra-gauche. Voilà, quand on sait que c'est 5300 pour les fichiers islamistes, c'est évidemment une proportion importante. Et 8000 individus en plus suivis par les services de renseignement, donc c'est le niveau inférieur. Les fichiers S, c'est la DGSI, en dessous, c'est la DRPP pour l'Île-de-France et les renseignements territoriaux pour le reste du territoire national. Ça fait donc quand même un peu plus de 10 000 personnes qui sont dans la mouvance que nous connaissons. Il y a des gens que nous ne connaissons pas, dans la mouvance de l'ultra-gauche ultra-violente. Alors évidemment, je ne reviens pas sur le fait que ce n'est pas très nouveau, beaucoup de mobilisations, notamment autour de deux grands moments qui étaient antérieurs à l'élection du président de la République. Le premier, c'est Sivins, bien sûr, avec la mort de Rémi Fraisse, et aussi une violence extrêmement forte dans les suites autour de Notre-Dame-des-Landes, dans les contestations rurales extrêmement difficiles et violentes. Et puis le deuxième, c'est évidemment la loi travail de Mme El Khomri, qui, chacun se rappelle, a créé des mouvements de violence extrêmement forts. Et puis autour des Gilets jaunes, même si au début des manifestations des Gilets jaunes, les choses étaient extrêmement pacifiques, parfois une radicalisation dans certains territoires. Alors la France n'est pas le seul pays concerné. Je ne sais pas si votre commission d'enquête s'intéresse à ce qui se passe à l'extérieur, mais évidemment, ce n'est pas un sujet propre aux Français. On a vu que ce n'était pas un sujet propre aux gendarmes, aux policiers, puisque le rural comme l'urbain a été concerné. Mais évidemment, autour des grands événements internationaux, chacun se rappelle à Rostock, à Hambourg, à Londres, la mort de personnes, des milliers de blessés. Les zones à défendre, les fameuses ZAD, sont présentes partout sur le territoire européen, y compris d'ailleurs dans le territoire sur les sols des Amériques. Et le plus récent que nous ayons trouvé, en janvier 2023, en Allemagne, chacun se rappelle peut-être, une zone à défendre extrêmement forte, puisqu'il y a eu des tirs de projectiles et d'armes contre des forces de l'ordre et des blessés très graves, notamment chez les manifestants. Je mets les guillemets à manifestants. Et en janvier 2023, à Atlanta, donc aux États-Unis, il y a une école de police qui devait se construire. Il y a une ZAD qui s'est installée. Et il y a eu des morts, un mort et des blessés, y compris aux États-Unis. Donc cette façon de groupuscule violent de fonctionner et être organisé touche toutes les sociétés occidentales. Donc les modes opératoires, j'ai essayé de les définir rapidement tout à l'heure. Le mode opératoire, les black blocs, c'est une forme de franchise. On exporte le savoir-faire des black blocs. Ça ne veut pas dire que chaque fois que des gens agissent comme le black bloc, ils font partie des black blocs, qui est évidemment, comme je disais tout à l'heure, quelque chose d'assez nébuleux, qui ne correspond pas à une organisation extrêmement physique et concrète comme peut l'être l'ultra-droite, qui est plus obsessionnelle sur l'ordre. Mais il y a un recours au mode opératoire qui est enseigné. Il y a des camps d'entraînement, par exemple. Il y a des tutos sur Internet, mais il y a notamment sur le dark web. Mais il y a aussi des camps d'entraînement. Voilà, le côté renseignement et surveillance m'empêche de le détailler, mais évidemment les services sont à votre disposition pour l'expliquer, ce que nous surveillons pour essayer d'identifier les personnes. Et puis évidemment, il y a aussi une façon d'essayer de comprendre comment fonctionnent les forces de l'ordre. Il y a une stratégie d'anonymisation, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi une présence importante comment dire, d'homogénéisation des personnes qui font partie de ce black bloc. Par exemple, on évoque beaucoup dans les services de renseignement le fait que les journalistes qui souhaitent intégrer sont toujours rejetés et violentés. On évoque souvent les journalistes, les observateurs qui peuvent avoir des difficultés avec la police et la gendarmerie. Nous essayons d'améliorer évidemment pour qu'ils puissent faire leur travail dans des conditions évidemment totalement démocratiques et totalement acceptables pour eux. Vous constaterez qu'il y a très très peu de reportages à l'intérieur du Black Bloc parce qu'à chaque fois ils sont découverts, menacés et violentés. Donc évidemment, ça montre qu'il n'y a pas totalement d'ouverture démocratique du Black Bloc, pardon de cette provocation. Et puis la complexification du travail des forces de l'ordre, puisque quand on a des auteurs qui sont très difficiles à identifier, que par ailleurs on agit avec des gens qui connaissent parfaitement les qualifications pénales
et qu'il n'y a pas de possibilité de désescalade comme dans une manifestation qui tournerait mal, puisqu'il n'y a pas de contact avec le Black Bloc. Il n'y a pas un responsable du Black Bloc qui vient discuter avec le préfet ou avec le commissaire de police qui est sur place. Évidemment, les stratégies de désescalade qui s'appliquent aux manifestations sont évidemment très difficiles. Alors, parmi les choses qui montrent l'organisation, à la fois intellectuelle et pratique, voici un tract qui a été distribué la veille de Sainte-Soline à des milliers d'exemplaires. Donc il faut trouver un imprimeur, il faut trouver un graphiste qui fait des jolis dessins, il faut trouver des choses un peu pédagogiques. On vous explique comment ça se passe. Alors si vous êtes blessé, surtout pas voir un médecin, un vrai médecin, faut voir un médecin à Medic Street, hein, ou un médic rural en l'occurrence. Il faut surtout n'avoir pas son téléphone portable, pas de pièce d'identité. Il y a des numéros d'avocats à appeler. Hein. Qu'est-ce qu'on doit dire aux policiers, notamment rien. On ne doit rien dire aux policiers, rien à déclarer. Voilà, donc ça devrait quand même nous interpeller toutes et tous de voir que ce genre de document, il faut des moyens, chacun sait fonctionner dans sa vie politique. Faire un tract en couleur, le distribuer, c'est pas si facile que ça. Il faut évidemment réfléchir et les conseils juridiques et médicaux sont à la fois dangereux et évidemment extrêmement bien faits et démontrent bien sûr l'organisation malfaisante des événements, et notamment à Sainte-Soline. À Sainte-Soline, chacun se rappelle qu'il y avait de tout à Sainte-Soline. Il y avait évidemment des gens qui étaient extrêmement violents. Il y avait des étrangers qui étaient venus pour se nouer à l'ultra-gauche ou aux écologistes radicaux. Et il y avait des gens qui avaient profondément envie de manifester pacifiquement. Cependant, devant les difficultés que nous connaissons, arriver devant les gendarmes dans une manifestation qui, je rappelle, a été interdite par non seulement la préfète, mais aussi par toutes les juridictions. On a eu ce genre de choses dont vous vous rappelez sans doute. Voilà. Donc ça, ce sont des vrais pavés. Donc il faut quand même. On est dans un champ qu'il n'y a pas de pavés. Hein, donc il a fallu les apporter, les pavés. Hein. Voilà, des cocktails Molotov. Je rappelle que les gens ont fait des kilomètres. Les gens ont fait des kilomètres à pied pour être confrontés aux gendarmes. Donc là, vous êtes à l'intérieur d'un véhicule de gendarmerie et ça dure pendant plus de 10 minutes. Évidemment, chacun voit qu'il y avait à la fois des munitions et c'était pas simplement pour manifester, en tout cas pour cette colonne-ci des anti-bassines, leur volonté de ne pas voir construire ces bassines. Évidemment, Notre-Dame-des-Landes a été une école pour une partie de ces militants aguerris à des activités d'activistes. Alors l'État essaye d'améliorer la façon dont il peut fonctionner, mais je voudrais ici dire, Monsieur le Président, la grande importance de distinguer ce qui relève du maintien de l'ordre, lorsqu'on fait des manifestations, et qui correspond à un régime juridique, et ce qui relève du rétablissement de l'ordre, lorsqu'il y a des violences urbaines ou des violences rurales. Vouloir appliquer les moyens et les règles pour les forces de l'ordre, du maintien de l'ordre dans une manifestation à du rétablissement de l'ordre, c'est pas comprendre le travail des forces de l'ordre. Et c'est surtout les priver de rétablir l'ordre. Donc il y a ce qui relève des manifestations, qui peuvent parfois dégénérer. Et dans ces cas-là, évidemment, il faut que nous ayons une doctrine, d'ailleurs, dont les attendus ont été validés par le Conseil d'État en juin 2021. J'ai été le premier des ministres de l'Intérieur à proposer un texte écrit, publié. D'ailleurs, le premier texte a été retoqué par le Conseil d'État. Nous y avons retravaillé, validé dans ces attendus par le Conseil d'État en juin 2021, qui prévoyait à la fois l'organisation des forces de l'ordre, la formation, des nouveaux centres d'entraînement, notamment. La difficulté des forces de l'ordre, c'est qu'ils n'avaient que le centre d'entraînement de Saint-Astier en Dordogne pour pouvoir s'organiser contre le maintien de l'ordre qui était souvent rural. Donc nous avons un nouveau centre à Villeneuve-Saint-Georges, à la préfecture de police, que vous avez voté, monsieur le Président, dans la LOPMI. On a formé l'intégralité du corps préfectoral qui dirige le maintien de l'ordre, ce qui n'était pas fait au maintien de l'ordre. Et puis il y a évidemment un certain nombre de décisions qui ont été prises, notamment la fin des grenades assourdissantes, telles qu'elles existaient auparavant. On peut avancer des liens avec la presse, notamment sur la clarification des sommations, la dotation caméra piéton qui sera généralisée totalement au 31 décembre de cette année. Monsieur Delarue a bien voulu mener un débat très long et je pense un compromis avec l'immense majorité de la profession de journaliste, avec la relation avec les journalistes, pour qu'ils puissent pouvoir couvrir les manifestations. Bref, il y a ce qui relève du maintien de l'ordre dans les manifestations.
Je rappelle qu'il y a beaucoup de choses qui nous permettent de pouvoir être en intervention proportionnelle, pour prendre mon introduction, lorsque les choses ne correspondent pas à des manifestations. D'abord, je rappelle que la participation à une manifestation interdite n'est pas légale et qu'elle relève d'une contravention. Le fait d'y participer relève d'une contravention. Le fait d'organiser une manifestation qui est interdite, ça relève d'un délit, contrairement à ce que j'ai pu entendre et entendre, qui est puni par la loi, article 431-9, de 6 mois d'emprisonnement. Donc il y a ceux qui participent à une manifestation qui est interdite, c'est de la contravention, mais donc ce n'est pas autorisé. Et puis il y a celui qui l'organise ou qui participe à son organisation, c'est évidemment un délit condamné par de l'armement de la peine de prison. Participer à un attroupement, c'est-à-dire une manifestation qui, par exemple, n'est pas autorisée ou en marge de la manifestation, après les sommations qui disent que cette manifestation est finie, ou dans des rues parallèles qui ne font pas partie du parcours de manifestation. Je rappelle que c'est durement prévu comme étant sanctionné par le législateur, puisque c'est jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Le fait de dissimuler son visage, ce qui arrive évidemment dans ces manifestations, qu'elles soient déclarées ou non, je rappelle que c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Le fait de détruire des biens, c'est jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, et on peut aller jusqu'à 20 ans si lorsque c'est commis en bande organisée. Donc les biens sont particulièrement protégés par le droit voulu par les parlementaires. Et évidemment, avoir des violences contre les forces de l'ordre, c'est entre 3 ans de prison jusqu'à évidemment des peines plus graves si elles entraînent la mort. Donc une manifestation interdite, une manifestation qui dégénère dans la violence, des personnes qui dissimulent leur visage, qui s'attaquent aux biens, tout ce que nous voyons habituellement et dont on se demande si les forces de l'ordre ont bien fait d'intervenir, tout, mesdames et messieurs les parlementaires, vous qui votez la loi et dont vous chargez les ministres, notamment les ministres de l'Intérieur, de les appliquer, tout ça est prévu comme étant évidemment répréhensible et être présenté devant l'autorité judiciaire. Alors je reviens très rapidement sur les moyens qu'on a évoqués, Monsieur le Président, sur votre question. Donc ces moyens sont importants, ils vont continuer à être extrêmement importants. Je rappelle que sur les 7 escadrons de gendarmerie mobile que vous avez votés, 3,5 sont déjà aujourd'hui opérationnels. Sur les 4 CRS, l'une a été mise en place, les 3 autres le seront en novembre prochain. Et nous avons évidemment renouvelé énormément de moyens, je ne vais pas y revenir, et notamment ceux des drones. Je rappelle aussi la loi qui a évolué, notamment la loi dite séparatiste, puisque dans la loi séparatisme, il n'y avait pas que des questions qui touchaient les religions qui pouvaient se transformer en radicalisation, mais évidemment il y a des mouvements idéologiques de radicalisation, et notamment la possibilité de dissolution, dont la loi a souhaité pouvoir étendre dans le Code de sécurité intérieure la possibilité, on y reviendra. Et puis nous avons aussi des fonctionnements différents au ministère de l'Intérieur, notamment la création au sein de la DLPAJ, le ministère, évidemment le ministère des Libertés publiques. Il a en son sein une direction très importante qui est la DLPAJ, qui permet aujourd'hui, postérieur à Sainte-Soline, d'aider les préfets et les sous-préfets dans une cellule qu'on a appelée Anti-ZAD pour faire une guerre juridique. Notamment, vous savez, il y a une trentaine de projets aujourd'hui, des constructions d'autoroutes, des constructions d'aéroports, des constructions de LGV, des bassines, qui sont l'objet de possibles ZAD ou de ZAD qui pourraient s'installer. On a l'exemple, par exemple, entre Castres et Toulouse en ce moment. Alors, ces mesures, est-ce qu'elles ont été efficaces ? Je le pense. Je rappelle que nous avons dissous 44 associations et groupements de faits depuis 2012, dont 9 depuis la loi du 24 août 2021, donc la loi séparatisme a fonctionné, et 666, pardon pour le chiffre diabolique, d'interdiction administrative du territoire fait par la DGSI pour les gens qui sont étrangers et qui viendraient participer à des actions violentes, évidemment, en France. Alors parmi les dissolutions, c'est très partagé entre l'extrême droite, l'ultra-droite et l'ultra-gauche. On pense aux zouaves de Paris, au Bloc Lorrain, à Bordeaux nationaliste, par exemple. Mais il y en a évidemment d'autres que vous avez suivis, bien évidemment. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, ce que je pouvais vous dire en quelques mots, en essayant d'être le plus complet possible. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Simplement une question par rapport à ce que vous venez de nous indiquer. À plusieurs reprises ont été mentionnés le fait que pour un certain nombre de ces groupuscules violents, il existait des camps d'entraînement. Vous avez vous-même fait référence ce matin au fait que certains d'entre eux avaient tout de même s'il s'agissait d'une nébuleuse, il y avait un noyau,
des rameaux, des moyens juridiques et techniques. Est-ce que le ministère de l'Intérieur a d'ores et déjà engagé un certain nombre d'actions pour là aussi lutter contre ce qui en réalité est évidemment illégal? Alors, le fait de s'entraîner à des sports de combat ou à jouer à la guerre d'une organisation tactique en soi n'est pas un délit pénal. Le fait de le faire dans le but de pouvoir organiser le Black Bloc de demain est constitutif pour nous d'une préméditation. Et notamment lorsqu'on va vers la dissolution de groupuscules, ça aide, et ça a notamment aidé pour convaincre le Conseil d'État que ce que nous proposions correspondait à quelque chose de pensé et d'organisé. La difficulté de l'ultra-gauche, c'est que ce sont des groupements de faits, c'est-à-dire que vous pouvez caractériser le fait qu'il y a une hiérarchie, vous pouvez caractériser le fait qu'il y a une idéologie, qu'il y a des réunions, mais que tout ça n'est pas juridiquement installé et que cette nébuleuse demande un très gros travail de renseignement et de constitution de dossier avant de déclencher d'abord la proposition de dissolution au Conseil des ministres. Je rappelle que c'est en Conseil des ministres, donc quand le ministre de l'Intérieur va dans le Conseil des ministres, il y a évidemment un travail qui est notamment fait par le secrétaire général du gouvernement. On ne présente rien au Conseil des ministres sans que le secrétaire général du gouvernement y apporte évidemment sa pierre et sa vision et une forme d'accord, mais évidemment ensuite contesté devant le Conseil d'État, que ce soit en référé ou que ce soit au fond. Donc ça, parfois, nous organisons la surveillance de ces lieux, non pas parce qu'en eux-mêmes, ils portent un certain nombre de responsabilités factieuses, mais parce qu'ils servent à quelque chose d'autre. Parfois, ils sont d'ailleurs des lieux qui servent à plusieurs utilités. On pense par exemple à des stands de tir, on pense par exemple à des clubs d'arts martiaux ou de certains arts martiaux, par exemple. Donc les choses ne sont pas si claires que ça, elles ont besoin d'un travail de renseignement, d'écoute, d'infiltration, qui prend du temps et qui parfois ne correspond pas évidemment à l'actualité. Le deuxième sujet, c'est évidemment les noyaux, des gens qui sont surveillés. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des milliers de personnes qui sont parfois fichées par les services de renseignement. On essaye de débloquer un certain nombre de techniques de renseignement qui peuvent être extrêmement diverses et de caractériser les choses. Cependant, il ne peut pas y avoir de minority report dans le droit français avant que quelqu'un ait commis quelque chose. Si on veut en plus que la condamnation soit sérieuse, puisque comme je vous l'ai dit, la difficulté de notre histoire, c'est que ce sont des gens qui sont très bien intégrés et très bien connectés à la défense du droit. Ils utilisent les méandres du droit pour pouvoir utiliser de la violence, ou en tout cas limiter les peines lorsqu'ils sont interpellés, nous oblige évidemment à pouvoir caractériser une intention de nuire extrême et immédiate pour pouvoir faire par exemple des interpellations avant qu'ils aillent sur un territoire violent ou juste après. Mais évidemment, les renseignements que nous avons, nous n'arrivons pas toujours à les traduire en décision de justice, puisqu'il y a évidemment une vie, vous le savez bien, entre la vie administrative du renseignement et la décision judiciaire. Merci beaucoup. Je vais passer à la